Il y a toujours du son déjà. Ok. Il y a toujours du son déjà. Alors, on va, on va essayer de commencer. Alors bonjour tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui avec le cours sur les syndromes topographiques. Donc normalement c'est un cours que vous faites à la première semaine de neurologie à peu près, juste après le rappel anatomique là. Donc c'est un petit rappel de sémiologie et on va essayer de voir ça rapidement. Donc on va commencer par une petite introduction. Ensuite, j'ai décidé de classifier les syndromes topographiques. Donc je تسمعوا les gens. Ok. Donc, j'ai décidé de classifier les syndromes topographiques selon la localisation dans le système nerveux central. Donc, on va commencer par les atteintes de l'encéphale, ensuite des faisceaux, ensuite du tronc cérébral, de la moelle, et enfin les atteintes périphériques, donc tout ce qui est nerfs, muscles et plaques neuromusculaires. Donc d'abord pour l'introduction, c'est quoi donc un syndrome topographique? Donc c'est un ensemble de signes fonctionnels ou physiques liés à une atteinte sur le trajet du système nerveux central ou périphérique. Ça veut dire que lorsque vous avez une atteinte sur... Attendez juste un instant. Donc lorsque vous avez une atteinte sur n'importe quel trajet du système nerveux central ou périphérique, donc là vous aurez un ensemble de signes, des signes fonctionnels ou des signes physiques, et donc c'est ça qu'on va appeler un syndrome topographique. Donc on a plusieurs classifications qui sont proposées, soit selon les faisceaux, soit selon la motricité ou la sensibilité. Moi j'ai préféré aller, je me suis basé sur un schéma plutôt anatomique, donc il va aller du cerveau vers la périphérie, comme ça on va se perdre un peu moins. Donc un syndrome topographique, c'est l'ensemble de signes fonctionnels et ou physiques qui sont liés à une atteinte spécifique sur tout le trajet du système nerveux central ou périphérique, donc tout le système nerveux en général. Un petit rappel anatomique sans trop tarder. Hein, donc, le cerveau d'abord est divisé en 4 lobes. On a d'abord le lobe frontal, le lobe pariétal juste derrière, le lobe temporal latéralement et enfin le lobe occipital. Alors on n'est pas ici pour détailler chacun de ces lobes, donc leur fonction spécifique, mais on va plutôt voir quelle est leur fonction principale. Donc par exemple dans le lobe frontal, ici juste en pré-rolandique, on a le cortex moteur primaire. Aussi, au niveau du cortex préfrontal, on a ce qu'on appelle le centre de l'attention et aussi de l'inhibition, c'est-à-dire tout ce qui nous permet d'avoir des relations avec autrui, avec d'autres êtres humains. Dans le lobe pariétal, ici en post-rolandique, on a la sensibilité. On a aussi le cortex pariétal qui a certaines zones associatives qui sont notamment impliqué dans la praxis, c'est-à-dire le fait de pouvoir effectuer des mouvements qui sont coordonnés avec un but bien précis. Pour le lobe temporal, c'est surtout l'audition. Donc l'audition ou l'ouïe est très importante et elle possède son centre nerveux au niveau du lobe temporal. Et enfin, le lobe occipital va surtout être impliqué dans la vision. Donc ça, c'est plutôt leur fonction principale. Donc quand on pense lobe temporal, il faut penser inhibition, attention et motricité.
Quand on pense lobe pariétal, il faudra plutôt penser à la sensibilité, à l'apraxie. Quand on pense lobe temporal, il faudra penser donc tout ce qui est oui, audition. Et quand on pense lobe pariétal, occipital, pardon, il faudra penser à la vision. En plus de ça, juste ici en dessous du lobe frontal, on a l'aire de Broca quand il s'agit bien sûr de l'hémisphère dominant et l'aire de Wernicke derrière quand il s'agit également de l'hémisphère dominant. Alors l'aire de Wernicke, bien sûr, elle est à cheval entre le lobe pariétal et le lobe temporal. Alors pourquoi c'est important? Ben justement, quand on va parler de différents syndromes topographiques du lobe pariétal, du lobe frontal, du lobe temporal ou autre, ben en connaissant leur fonction, on pourra très facilement deviner quel sera le syndrome topographique ou quels seront les signes physiques qui seront, signes fonctionnels ou physiques bien sûr, qui seront donc retrouvés. Enfin, je voulais juste faire un petit rappel du faisceau pyramidal. Donc, on sait que le faisceau pyramidal va commencer au niveau du cortex moteur primaire, au niveau de l'aire motrice. Ensuite, il va passer au niveau de la capsule interne. Quand il va passer au niveau de la capsule interne, bien sûr, il sera regroupé en un seul faisceau. Ensuite, il va passer au niveau du bulbe, là où il va décusser. Alors, une partie, 80% va décusser, va former le faisceau corticospinal latéral, et 20% ne va pas décusser au niveau du bulbe et va former le faisceau corticospinal antérieur ou la médial. Au final, ça va forcément rejoindre le motoneurone contralatéral pour aller innerver les membres de l'autre côté du corps. Donc, il faut bien sûr se rappeler de la décussation des pyramides au niveau du bulbe. Ensuite, je voulais parler du faisceau de Gaulle et Burdach, c'est ce qu'on appelle également les cordons postérieurs. Donc, les cordons postérieurs vont décusser également au niveau du bulbe et ils vont remonter vers l'aire somesthésique contralatéral, bien sûr en faisant des petits relais au niveau du bulbe, au niveau des noyaux de Gaulle et de Burdach. Donc, rappelez-vous du faisceau pyramidal qui commence au niveau du cortex moteur primaire, qui va décusser au niveau du bulbe pour ensuite aller à la partie contralatérale. Et la même chose pour les cordons postérieurs qui vont remonter, décusser au niveau du bulbe et aller au cortex somesthésique. Alors ça, c'est juste un petit rappel, ce n'est pas le vif du sujet. Donc, on va commencer par les atteintes encéphaliques. Les atteintes encéphaliques, j'ai essayé de regrouper tout ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, on a les syndromes hémisphériques, frontal, pariétal, temporal, occipital. On verra ensuite le syndrome d'Achille et le syndrome méningé et comment faire la différence entre les deux. Le syndrome démentiel qu'on retrouve le plus souvent dans toutes les démences, les maladies à corps de Lewy, la maladie d'Alzheimer. Le syndrome parkinsonien qu'on peut retrouver dans la maladie de Parkinson et dans les autres causes de syndrome parkinsonien. Et le syndrome cérébelleux, même si, bon, c'est pas vraiment encéphalique. Donc, bon. Alors d'abord les syndromes hémisphériques. Donc les syndromes hémisphériques, c'est sous cette terminologie qu'on va regrouper donc tout ce qui est syndrome frontal, pariétal, temporal et occipital. On va commencer par le lobe frontal. Donc on a dit tout à l'heure qu'au niveau du lobe frontal, on va retrouver trois grandes caractéristiques. Bien sûr la fonction primaire qui est la motricité, parce que le cortex moteur primaire se retrouve en pré-rolandique, donc juste en avant de la scissure de Rolando, donc c'est l'aire motrice primaire. Il est également responsable de l'association, donc tout ce qui est inhibition, attention, relations humaines, et il contient également l'aire de Broca qui est responsable de la fluence du langage, donc quand on a une aphasie de Broca, c'est le langage qui devient de plus en plus lent. Donc en résumé, en cas de syndrome frontal, donc en cas de lésion du lobe frontal, on va retrouver des signes qui seront associés à une perte de la physiologie de ces fonctions. On aura donc des troubles du comportement, donc tout ce qui est modification de la personnalité, surtout la désinhibition. La désinhibition, c'est-à-dire que le patient ne va plus contrôler ce qu'il fait, ce qu'il dit, pourrait se dénuder, pourrait dire des gros mots. Donc tout ça va un petit peu influer sur ses relations avec les autres êtres humains. Bien sûr, on pourra avoir également une apathie, donc c'est-à-dire on aura une absence de compassion envers l'autre. On pourrait dire à cette personne qu'il vient de perdre un proche et il s'en foutra complètement, il n'aura aucune émotion, aucune réaction à ce qui l'entoure. Donc trouble du comportement, modification de la personnalité, désinhibition, apathie. D'ailleurs, le syndrome frontal est souvent traité en psychiatrie sans pour autant aller explorer. On aura une absence de compassion envers l'autre. On pourrait dire à cette personne qu'il vient de perdre de la motricité, notamment de la flexibilité, de l'initiative du mouvement. Donc le patient aura un petit peu de mal à décider de faire un mouvement.
aussi de l'appréhension. D'ailleurs, on retrouvera un grasping réflexe. Donc, le grasping réflexe, c'est ce qu'on retrouve chez les nouveau-nés. Donc, c'est un réflexe qu'on recherche systématiquement. Lorsqu'on met un objet sur la main du patient, eh bien, on va voir qu'il va resserrer sa main sur cet objet. Et le grasping réflexe est caractéristique de l'initiative du mouvement, donc le frontal. Ensuite, les troubles du langage, donc c'est par lésion de l'aire de Broca, s'il s'agit bien sûr de son hémisphère dominant, parce que l'aire de Broca n'est retrouvée qu'à gauche, chez le droitier et chez 95% des gauchers. Donc, il pourrait s'agir d'un mutisme ou sinon une aphasie de type motrice, donc c'est l'aphasie de Broca, l'aphasie motrice, donc où on aura un langage plutôt lent et il aura un petit peu de mal à trouver ses mots et à les enchaîner. Des troubles de la mémoire, donc surtout la mémoire immédiate. On sait que le centre de la mémoire n'est pas vraiment retrouvé, au niveau du lobe frontal, mais on aura quand même des troubles de la mémoire immédiate parce que justement c'est ce qui se passe en ce moment autour de lui. On aura des troubles de l'attention avec une aimantation du regard, donc on aura du mal à attirer l'attention du patient. L'aimantation du regard, c'est qu'en fait le patient va se mettre à fixer quelque chose, soit un objet, soit un point du plafond, soit la fenêtre, et il ne va plus lâcher cet objet du regard. Donc même si vous essayez d'attirer son attention, il va pas réagir. Donc c'est ce qu'on appelle l'aimantation du regard. Et enfin, des troubles de l'intellect, donc les troubles de la résolution des problèmes basiques, notamment on va essayer de lui faire faire des calculs mentaux simples et il ne pourra pas les résoudre. Donc on se rend compte que le syndrome frontal, c'est pas vraiment neurologique, c'est plutôt comportemental. Donc on aura des troubles du comportement du patient, il ne sera plus lui-même, il sera désinhibé. On aura des troubles de la motricité qui seront pas très fréquents, c'est surtout le grasping réflexe qu'on va rechercher. Les troubles du langage, donc ce sera une aphasie de type Broca qui sera motrice avec une lenteur de la parole. Les troubles de la mémoire, mais surtout immédiate, et l'aimantation du regard où le patient va fixer un objet lointain et vous ne pourrez plus attirer son attention. Donc ça, c'était pour le syndrome frontal. Le syndrome pariétal, donc, alors on a dit que le lobe pariétal, c'est surtout l'apraxie et la sensibilité, avec quelques troubles sensitifs du langage liés bien sûr à l'aire de Wernicke lorsqu'il s'agit de son hémisphère dominant. Donc en priorité, on va parler des troubles sensitifs qui seront donc une hypo ou une anesthésie thermoalgésique et une astéréognosie, et tout ça sera contralatéral parce qu'on a vu que les faisceaux de Gall-Eberdack vont décusser au niveau du bulbe. Maintenant, le reste du syndrome va dépendre du fait que ce soit l'hémisphère dominant du patient ou son hémisphère mineur qui sera touché. Si c'est son hémisphère mineur, donc non dominant, c'est-à-dire le droit pour le droitier, on aura juste une hémiasomatognosie, donc c'est-à-dire qu'il va négliger toute la moitié de son corps, et une prosopagnosie, c'est-à-dire qu'il ne va plus reconnaître les visages. Mais s'il s'agit de son hémisphère majeur, par contre, là, on aura des trucs très intéressants. C'est l'agnosie digitale, donc il ne va plus reconnaître ce qu'il doit, et l'indistinction entre la gauche et la droite. Donc il n'y aura plus de communication entre son hémisphère gauche et son hémisphère droit, donc il ne saura plus faire la différence entre la gauche et la droite. On aura quelques troubles visuels, juste parce qu'on aura passage des bandelettes visuelles près du lobe pariétal, mais ce n'est pas très important. Donc ce sera une quadranopsie latérale, on n'oublie pas qu'elle est inférieure et homonyme. L'apraxie dans le syndrome pariétal n'est pas très visible, surtout des troubles de l'habillage. Il pourra réaliser d'autres mouvements comme empiler des cubes ou je sais pas, refermer une fermeture éclair, mais le fait de s'habiller à proprement parler, là, il aura du mal. Des aphasies sensitives de type Wernicke, donc on sait que l'aire de Wernicke, elle est à cheval sur le lobe pariétal et le lobe temporal, donc on aura une aphasie sensitive où le patient dira beaucoup de mots, on aura une jargonophasie, on aura le patient à modifier des mots, il va en créer de nouveaux, etc. Et enfin, des épilepsies sensitives. Les épilepsies sensitives, c'est-à-dire qu'il va sentir soit des paresthésies, soit des brûlures qui n'existent pas en vrai, donc ce sont des crises épileptiques, et qui peuvent être même complexes, là où il va plutôt sentir carrément, par exemple, qu'on lui pose un morceau de métal sur la main, etc. Ce sont des épilepsies qui peuvent aller vers la complexité grave, où le patient pourra même croire qu'il est en train d'halluciner. Donc le syndrome pariétal, c'est surtout praxie, sensibilité et aphasie de Wernicke. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, les symptômes vont différer selon qu'il s'agisse de son hémisphère majeur ou mineur.
Si c'est en hémisphère mineur, on aura surtout l'hémiasomatognosie, donc le patient va négliger toute une moitié de son corps, et une prosopagnosie bien sûr, il ne va plus reconnaître les visages. Et si c'est par contre son hémisphère dominant, là pour le coup, on aura une agnosie digitale, donc il ne va plus reconnaître ce qu'il touche dans ses bras, et une indistinction entre la gauche et la droite qui est assez caractéristique. On n'oublie pas l'apraxia avec les troubles de l'habillage, l'aphasie sensitive de Wernicke, donc il va mélanger ces mots, et enfin l'épilepsie qui sera sensitive et peut aller dans une grande complexité, il pourra même sentir qu'on lui pose des objets sur les mains. Donc voilà pour le syndrome pariétal. On passe au syndrome temporal. Alors on a dit tout à l'heure que le lobe temporal était responsable donc de l'audition. Il y aura un petit passage des voies visuelles avant d'arriver au lobe occipital. On aura l'aire de Wernicke qui, on a dit, est à cheval entre le lobe pariétal et le lobe temporal. Et surtout la présence de l'hippocampe qui est le siège de notre mémoire. Alors il est rare qu'on trouve des troubles de la mémoire dans le syndrome pariétal, mais ça peut arriver. Donc dans le syndrome temporal, je veux dire pardon, ce qu'il faut retenir, c'est les troubles auditifs, c'est ce qu'on appelle une agnosie auditive, donc il ne va plus reconnaître les sons qu'il entend et pourtant qu'il connaît. L'aphasie de type Wernicke, surtout s'il s'agit d'un hémisphère majeur. Les troubles visuels, donc ce sera une quadranopsie qui sera cette fois-ci supérieure homonyme. La quadranopsie supérieure homonyme, c'est ça, donc il aura du même côté de la lésion une disparition de cette partie du champ visuel, et une quadranopsie inférieure homonyme, du côté de la lésion, il aura disparition de cette partie du champ visuel. Ici, il s'agira d'un syndrome temporal et ici, il s'agira d'un syndrome pariétal. Et enfin, il aura des épilepsies qui seront sensorielles de type auditif simple ou complexe. Alors, les épilepsies sensorielles auditives simples, c'est quand il s'agira de simples sons, de bruits, d'éclats. Et les complexes, c'est quand il entendra soit carrément une musique, parfois une symphonie, et ça peut être vraiment, ça peut aller très loin dans la complexité de la crise d'épilepsie. Donc voilà. Donc dans le syndrome temporal, on a l'aphasie communiquée, surtout s'il s'agit de son hémisphère majeur. On aura les troubles visuels, donc il s'agira d'une quadranopsie latérale, pardon. Il s'agira d'une quadranopsie latérale supérieure homonyme, l'agnosie auditive, donc il ne va plus reconnaître ce qu'il entend, et enfin l'épilepsie qui sera simple ou complexe. Enfin, dans le syndrome occipital, il n'y a pas grand-chose. On sait bien sûr que le lobe occipital est le plus souvent relié à la vision. Donc, on aura des troubles visuels, une hémianopsie ou une quadranopsie latérale homonyme, parfois une cécité corticale. Alors, c'est quoi la cécité corticale? C'est justement le fait que le cerveau ne va pas reconnaître un objet, il ne va pas le voir, mais nos yeux arrivent à le voir. Lorsqu'on a un patient qui souffre de cécité corticale, en fait, lorsqu'on le met par exemple dans un couloir où il y a plein d'objets, il ne voit pas les objets, donc si vous lui dites qu'est-ce qu'il y a en face de lui, il ne va pas vous répondre, mais quand il sera en train de marcher, il va les éviter sans avoir recours à une aide externe. C'est ça la cécité corticale en gros. Donc il ne voit pas l'objet, il ne peut pas le regarder, mais il pourra l'éviter. Donc c'est uniquement son cerveau qui ne peut pas l'interpréter. Enfin, l'épilepsie dans ce cas-là qui sera sensorielle, visuelle, simple et complexe. Alors l'épilepsie visuelle simple, c'est juste des flashs, des fausses peines. Mais l'épilepsie visuelle complexe, là, il pourra carrément voir des objets ou des personnes. Et dans ce cas-là, aussi, ça pourrait être pris pour des hallucinations et ça pourrait être pris pour un trouble psychiatrique. Donc le syndrome occipital, présence de l'aire sensorielle visuelle, on aura des troubles visuels de type hémianopsie ou quadranopsie. Merci. Hémianopsie ou quadranopsie visuelle. Et donc la cécité corticale, le psychiatre, c'est ce qu'on recherche. Donc le patient va pas voir les objets, mais il pourra les éviter lorsqu'on le met dans un labyrinthe. Et enfin, l'épilepsie visuelle simple ou complexe. Donc, l'épilepsie simple, c'est juste des flashs ou des phénomènes. Et l'épilepsie complexe, là, pour le coup, ce sera vraiment, il va voir des objets ou des personnes et ça pourrait être pris pour des hallucinations. Alors, avant d'entamer le syndrome d'HIC, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions et ça pourrait être pris pour des hallucinations.
Ouais, bah, la séance de questions est pour ça justement. Donc, si il y a un problème, je peux répéter. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un syndrome que tu voudrais que je répète? Non, vas-y, termine. Je vais marquer les questions. Moi, je vais te les lire à la fin. Ok, on va avancer. Alors, on va maintenant passer au syndrome Ah non, non, d'hypertension attends. Il y a une intracrânienne. personne. Alors, le syndrome d'hypertension intracrânienne, comme on le sait, c'est Attends. donc une augmentation de la pression du liquide céphalorachidien à l'intérieur de la boîte crânienne. Alors, le syndrome, il est connu, c'est la fameuse triade, donc céphalée, vomissement et troubles visuels qu'il faudra rechercher systématiquement. Alors maintenant, il faut savoir que les céphalées et les vomissements sont présents également dans le syndrome méningé. Et donc, il y aura certaines caractéristiques qui vont permettre de les différencier. Alors, les céphalées dans le syndrome d'HIC, elles ont quatre caractéristiques qu'il faudra retenir. Donc, ce sont des céphalées en casque qui vont un petit peu concerner toute la surface de la boîte crânienne. Elles seront surtout matinales ou en fin de nuit. Elles vont augmenter avec les changements de position, notamment par exemple lorsqu'il y a un passage du décubitus dorsal vers la position assise ou inversement, ou encore lorsqu'on passe vers le décubitus latéral. Et elles sont pulsatiles, évidemment, parce que ça reste un phénomène qui est plus ou moins vasculaire avec l'augmentation de pression à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc les céphalées seront en casque, matinales, elles vont augmenter avec le changement de position et elles seront de type pulsatile. Maintenant les vomissements. Donc les vomissements dans le syndrome d'HIC, ce sont des vomissements dits en G. Alors les vomissements en G, c'est-à-dire qu'ils sont très faciles, elles ne nécessitent pas d'effort du patient. Elles sont au maximum des céphalées, donc c'est-à-dire lorsque vraiment la tension elle est à son maximum, les vomissements vont apparaître et elles vont justement être là pour soulager cette tension et soulager ces céphalées. Donc ce sont des vomissements en G au maximum des céphalées qui les soulagent. Enfin les troubles visuels, donc c'est classique, soit un flou, soit une paralysie du nerf abducens qui est le nerf crânien numéro 6. Donc le syndrome d'HIC, c'est simple, on connaît ça depuis l'an passé. Céphalée, vomissement, troubles visuels. Les céphalées, elles sont en casque, matinales ou en fin de nuit, qui vont augmenter avec les changements de position et qui seront pulsés. Les vomissements en G, donc ils seront très faciles, le patient n'aura vraiment aucun effort à faire pour vomir. Elles sont au maximum des céphalées, elles vont venir les soulager. Et enfin, pour les troubles visuels, c'est simple, donc un flou visuel et ou une paralysie du nerf abducens, donc une paralysie du regard vers l'extérieur, qui va entraîner du coup une diplopie et un strabisme convergent. Maintenant, le syndrome méningé, comme on a dit, on aura les deux mêmes symptômes, donc les céphalées et les vomissements, mais cette fois-ci, on n'aura pas de troubles visuels, on aura plutôt une raideur méningée. Donc dans ce cas-là, on aura la même triade, mais les céphalées auront d'autres caractéristiques. Ce sont des céphalées plutôt diffuses, c'est-à-dire pas vraiment en casque, donc pas juste là, ça pourrait même aller au niveau du crâne, au niveau du haut des yeux, au niveau du côté des tempes. Elles seront nocturnes pas vraiment en fin de nuit, plutôt en milieu de nuit, et associées notamment à la photo et à la phonophobie. Donc le patient ne va pas supporter les lumières vives et il ne va pas supporter les sons très très élevés. Donc photo et phonophobie sont caractéristiques du syndrome méningé. Les vomissements ont pratiquement les mêmes caractéristiques que le HIC. Pour la raideur méningée, donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la recherche des deux signes du syndrome méningé, les deux signes physiques. Donc le signe de Kernig en A et le signe de Brudzinski en B. Alors comment faire la différence? Donc le signe de Kernig va relever la jambe du patient et ça va créer une douleur, ou il va relever la jambe latérale pour compenser, ça c'est le signe de Kernig. Pour le signe de Brudzinski, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever la nuque du patient et on aura soit une douleur, soit
le patient va relever ses genoux pour compenser. Donc ce sont les deux grands signes à rechercher, le signe de Kernig en A, donc on va relever la jambe du patient, et le signe de Brudzinski en B. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever sa nuque plutôt, et le patient va soit sentir une douleur, soit relever ses genoux pour compenser. On aura parfois, lorsque le syndrome méningé est très présent, une position en chien de fusil. La position en chien de fusil, c'est quand le patient sera recourbé sur lui-même, donc dos courbé, genoux fléchis, nuque fléchie. Ça, c'est caractéristique également du syndrome méningé qui est très présent, surtout dans les méningites plutôt bactériennes. Donc, triade classique, céphalée, vomissement, raideur méningée. Les céphalées seront diffuses, nocturnes, en milieu de nuit, qui seront associées à des photos ou à des phonophobies. Les vomissements auront les mêmes caractéristiques que le syndrome d'HIC, donc ce seront en G, elles seront assez faciles. Et la raideur méningée, donc c'est le signe de Kernig, on va relever la jambe du patient, ça va entraîner une douleur. Le signe de Brudzinski, on va relever plutôt la nuque du patient. Et enfin, la position en chien de fusil, qui est plutôt caractéristique des syndromes méningés très présents, et notamment des méningites bactériennes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tu m'entends? Allô? Adam? Est-ce que vous m'entendez? Non, Somme, j'ai enlevé le son. Voilà, comme ça c'est rétabli. Tu m'entends? Je t'entends. Voilà, il y a une question, il y a une personne qui demande est-ce que vous pouvez répéter le syndrome frontal brièvement? Allez, je me chauffe les questions alors. Parce que c'est sur Facebook. Et d'autres demandent que tu ailles moins vite. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a comme question. Alors, il y a une autre, Rehna. Les vomissements soulagent les céphalées dans le cas des HIC. Bon, enfin, la majorité demande que tu ailles moins vite. Et voilà, il y a une personne qui veut un petit rappel du syndrome frontal. Ok. C'est bon, Madame Akan pour le moment. Donc, on va reprendre rapidement donc, le syndrome frontal. Alors, le syndrome frontal, le lobe frontal, on le retrouve dans trois fonctions. Donc, d'abord, bien sûr, tout ce qui est comportement, ensuite tout ce qui est parole, langage, notamment la fluence du langage, et enfin la motricité. Donc, on va retrouver une altération de toutes ces fonctions dans le cadre d'une lésion du lobe frontal ou d'un syndrome frontal. D'abord, les troubles du comportement, notamment la modification de la personnalité, ce qu'on appelle la désinhibition. Donc, le patient ne va plus contrôler ses réactions, il ne va plus contrôler ses émotions, il pourra dire des gros mots, il pourra se dénuder devant n'importe qui, il sera plus inhibé. Il y aura également une apathie, c'est la perte de compassion, donc perte de toute émotion, de sentiment. On pourra dire au patient qu'il a perdu un proche, qu'il y a eu un décès, qu'il y a eu une bombe. Il s'en fout complètement, il n'aura plus aucune compassion. Les troubles de la motricité, ils ne sont pas très présents. On aura surtout le grasping réflexe qu'il faudra rechercher. Donc le grasping réflexe, c'est lorsqu'on va mettre un objet dans la main du patient et il va la refermer dessus, un petit peu comme le grasping réflexe du nouveau-né. Les troubles du langage, ce sera une aphasie de Broca, l'aphasie de Broca qui est une aphasie de type motrice, c'est-à-dire que la quantité de langage, sa vitesse, sa fluence va être diminuée, donc le patient va avoir du mal à trouver ses mots, il va avoir du mal à les enchaîner, il va avoir du mal à parler vite, il va parler très lentement. Les troubles de la mémoire ne sont pas très importants. Les troubles de l'attention, ils sont importants à ce qu'on appelle une aimantation du regard. C'est-à-dire que le patient, il va venir fixer quelque chose en face de lui et il va plus regarder autre chose. Donc, vous aurez vraiment du mal à attirer de nouveau son attention. Donc, son regard va être aimanté comme un aimant. Donc, il va être attiré par un point et vous ne pourrez plus réattirer son attention. Les troubles de l'intellect, c'est surtout les troubles de la résolution des problèmes. Donc, lorsque vous allez lui demander de faire des calculs ou de résoudre une énigme, là, il ne pourra plus le faire. Les autres syndromes, donc en retenant leur principale fonction, vous allez retenir leurs caractéristiques. Donc, forcément, dans le syndrome pariétal, on aura des troubles sensitifs, une aphasie de Wernicke, une apraxie, notamment des troubles de l'habillage.
Dans le syndrome temporal, ce sera notamment l'aphasie de Wernicke lorsqu'il s'agit de l'hémisphère majeur, les petits troubles visuels et l'épilepsie auditive simple ou complexe. Et enfin, dans le syndrome occipital, bien sûr, on aura les troubles visuels, l'hémianopsie, la cécité corticale et des épilepsies visuelles simples, c'est-à-dire uniquement des phosphènes, ou complexes, là où il verra carrément des objets ou des personnes. Dans le syndrome d'HIC, je ne sais pas qui a posé la question, mais oui, on aura effectivement des vomissements en jet qui vont soulager les céphalées, en plus, bien sûr, d'être faciles, donc sans aucun effort pour le patient. Le syndrome méningé, on vient d'en parler, mais dans le cas du syndrome méningé, les vomissements ne vont pas forcément soulager les céphalées, elles seront très tenaces. Donc on passe rapidement au syndrome démentiel. Alors le syndrome démentiel, c'est une atteinte ce qu'on appelle de la cognition. Alors la cognition, c'est disons que c'est un terme très difficile à expliquer, mais en gros c'est une atteinte des fonctions supérieures. Les fonctions supérieures, c'est tout ce qui n'est pas, donc c'est tout ce qui est propre à l'être humain. Donc déjà la mémoire ici. L'attention, l'orientation, le jugement, l'exécution des mouvements, ça c'est vraiment les fonctions supérieures. Alors toute altération des fonctions supérieures, donc la mémoire plus une autre fonction supérieure, est appelée syndrome démentiel. Donc quelqu'un qui est dément, c'est quelqu'un qui va perdre progressivement la mémoire et il va perdre également de son autonomie. Donc il ne pourra plus être attentif, il ne pourra plus s'orienter, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Il ne pourra plus avoir de jugement sur ce qui l'entoure. Il aura du mal à effectuer donc tout ce qui est mouvement de la vie de tous les jours, donc habillage, le fait de manger, le fait d'aller aux toilettes, le fait de dormir seul, tout ça, il ne pourra pas le faire. Et les fonctions exécutives, donc tout ce qui est par exemple ouvrir une boîte, fermer sa porte à clé, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va perdre toute son autonomie et il aura forcément besoin à long terme de l'aide de quelqu'un pour pouvoir vivre. Donc l'altération chronique de la cognition qui va associer l'atteinte de la mémoire et d'au moins une autre fonction supérieure et retentissant sur l'autonomie du patient, on va appeler ça un syndrome démentiel. Alors quelles sont les autres fonctions supérieures dont on va parler? On a dit que c'était l'attention, l'orientation, le jugement, les fonctions instrumentales, donc utiliser des objets, et les fonctions exécutives, donc tout ce qui est exécuter des mouvements avec ces objets. Donc on reprend, le syndrome démentiel, on a dit que c'est une altération chronique, donc supérieure à 6 mois normalement, de la cognition, qui va associer une atteinte de la mémoire, que ce soit à court terme ou à long terme, et une autre fonction supérieure. Et tout cela va retentir sur la vie quotidienne du patient et sur son autonomie. Alors, quelles sont donc les autres fonctions supérieures? On aura l'attention, donc le patient ne sera plus attentif à ce qu'il y a autour de lui. On aura l'orientation, donc il ne pourra plus s'orienter, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, donc il ne pourra plus vous dire quel jour on est, il ne pourra plus rentrer à la maison seul, il n'aura plus de jugement sur ce qui l'entoure, il ne pourra plus utiliser des objets, c'est les fonctions instrumentales, et il ne pourra plus effectuer des mouvements complexes avec ces objets, donc comme ouvrir une porte, ou je sais pas, faire son lit, etc. Donc c'est ça le syndrome démentiel. On retrouve le syndrome démentiel donc dans tout ce qui est maladie dégénérative, maladie d'Alzheimer le plus souvent, les maladies à corps de Lewy, le syndrome parkinsonien, plutôt les maladies de Parkinson au stade avancé, etc. On parlait du syndrome parkinsonien. Donc le syndrome parkinsonien aussi, c'est une triade qui est caractéristique. Donc l'akinésie, évidemment, c'est la lenteur du mouvement, les tremblements et l'hypertonie de type plastique. Alors on va les détailler un par un, c'est la 3e année. L'akinésie, c'est la diminution du mouvement, une lenteur à l'exécution, la marche à petits pas. Donc le patient aura vraiment du mal à commencer un mouvement. Il va être très lent dans son exécution. Le tremblement, qui est un tremblement de repos. Alors le tremblement de repos de la maladie de Parkinson est caractéristique. Déjà, il est inhibé par 2 trucs uniquement. C'est le mouvement lui-même et le sommeil. Donc lorsque le patient s'endort, il ne tremble plus. Et lorsque le patient bouge, il ne tremble plus. La fréquence du tremblement est plutôt moyenne, peu intense, et elle va prédominer aux extrémités. Donc comment ça? Ce sera des mouvements plutôt on dit que le patient va compter la monnaie ou il va émietter le pain.
Et même au membre inférieur, c'est comme si qu'il donnait de petits coups de pied ou alors qu'il accélérait ou qu'il freinait dans une voiture. Donc ce sont des mouvements qui sont prédominants, des tremblements qui vont prédominer au niveau des extrémités. L'hypertonie enfin, donc c'est une hypertonie de type plastique avec ce qu'on appelle le signe de la roue dentée. Donc lorsqu'on va faire tourner la main du patient, ça va avoir un mouvement par à-coup comme une roue dentée. Donc le syndrome parkinsonien, c'est la triade classique, akinésie, tremblement et hypertonie plastique. L'akinésie, on a dit que c'était une diminution du mouvement, une lenteur à l'exécution et une marche à petits pas. Les tremblements, c'est des tremblements de repos qui sont inhibés par le mouvement et le sommeil. Leur fréquence est plutôt moyenne, ils sont peu intenses et ils vont prédominer aux extrémités. Et enfin, l'hypertonie de type plastique avec un signe de la roue dentée. Donc avant de passer au syndrome cérébelleux, est-ce qu'il y a des questions? Tu as une question ici sur Webex. Syndrome frontal, que estomac, déférence, trouble, comportement, personne déficitaire. Je sais pas ce qu'il veut dire par ça. Moi non Inhibition, plus. production d'inhibition. C'est tout. Mais qu'elle sur Voilà, Facebook. voilà. Maintenant, il y a une question. Est-ce qu'il y a une chronologie dans les symptômes du syndrome de Parkinson? Est-ce qu'il y a une chronologie? Oui. Ouais, bonne question. D'habitude, vu que c'est un trouble de la sécrétion de la dopamine, donc ce sera plutôt l'akinésie qui va apparaître en premier, mais on la verra pas. On la verra pas. Donc il y a le syndrome Parkinson lorsqu'il s'installe, le premier signe qu'on va apparaître, c'est que le patient va écrire de plus en plus petit. Son écriture va devenir de plus en plus petite, encore et encore et encore, justement parce que son mouvement sera de plus en plus lent. Donc c'est vraiment l'akinésie qui apparaîtra en premier. Ensuite, pour les tremblements et l'hypertonie, ça viendra avec le temps et ça dépendra du patient et ça dépendra de la gravité de son atteinte. Mais donc, pour la chronologie, je peux te dire juste que l'akinésie apparaît en premier et pour les autres, ça dépend du patient. D'ailleurs, il y a des patients qui ne font pas la triade complète. Ils feront akinésie plus tremblement ou akinésie plus hypertonie. Pas d'autres questions, en somme? Il y a une personne qui a simplement écrit syndrome topographique. Je crois pas que c'est une question, donc elle devra suivre, la refaire la vidéo après. Ok, Revoir la vidéo après. Tu peux ok. continuer, c'est bon. Alors, on passe maintenant au syndrome cérébelleux. Donc, comme son nom l'indique, le syndrome cérébelleux, c'est une atteinte du cervelet. On sait tous que le cervelet est donc divisé en trois parties. On a d'abord tout ce qui est la partie centrale, c'est le vermis. On a les hémisphères cérébelleux et on a le lobe flocculo-nodulaire. Alors, c'est un petit peu une forme de papillon. Le vermis est plutôt il est plutôt impliqué dans tout ce qui est statique, équilibre, tonus, tandis que par exemple les hémisphères cérébelleux ils sont plutôt impliqués dans la coordination du mouvement, dans les mouvements finalisés, etc. Et enfin, le lobe flocculonodulaire, lui, il est impliqué dans l'équilibre et uniquement l'équilibre. D'ailleurs, il va posséder des liaisons avec le noyau vestibulaire. Donc en gros, selon le lieu de l'atteinte, donc si on a soit une lésion vermienne, soit une lésion hémisphérique, soit une lésion du lobe flocculonodulaire, le syndrome cérébelleux sera différent. Alors dans le cas de la lésion vermienne, on aura un syndrome cérébelleux dit statique. Alors dans le syndrome cérébelleux statique, on n'aura pas d'incoordination. L'incoordination sera quasiment inexistante, le patient pourra très bien coordonner ses mouvements. Par contre, les troubles de l'équilibre seront très très présents. Alors on aura une station debout qui sera plutôt élargie, donc on aura le fameux élargissement du polygone de sustentation, c'est-à-dire que le patient ici, au lieu de se tenir comme ça à pieds joints, il va essayer d'élargir ses pieds pour avoir un plus grand angle d'appui et ne pas tomber. On aura une danse des tendons, mais un signe de Romberg qui sera négatif. Alors, je vais rappeler c'est quoi la manœuvre de Romberg ou l'épreuve de Romberg. C'est qu'on va demander au patient de se mettre debout, pieds joints, les bras le long du corps ou les bras devant soi, comme ça, tendus, et les yeux fermés. Donc s'il tombe, c'est un signe de Romberg positif, et s'il ne tombe pas, c'est un signe de Romberg négatif.
Alors, dans ce cas, dans le cas du syndrome cérébelleux, eh bien, lorsqu'on va faire une épreuve de Romberg au patient, la fermeture des yeux ne va pas aggraver son état. Il ne va pas forcément tomber, comme dans un syndrome coordonnal postérieur, par exemple. Et donc, on va parler de signe de Romberg qui sera négatif. Enfin, l'hypotonie, donc on aura des réflexes qui seront pendulaires. C'est quoi les réflexes pendulaires? Donc, lorsqu'on va frapper, par exemple, le réflexe du patient, on va faire des mouvements comme ça, rotatoires, comme un pendule, un petit peu comme les pendules des gens qui font de l'hypnose. C'est un réflexe pendulaire. Et on aura un signe de Stewart-Holmes qui est caractéristique. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va demander au patient de retenir notre force. Donc, on va essayer de faire une flexion contrariée de son bras. Et lorsqu'on lâche, eh bien, sa main va venir frapper son thorax. C'est un signe de Stewart-Holmes et c'est caractéristique donc d'une hypotonie de type cérébelleuse. On a dit que donc le syndrome cérébelleux statique, d'une lésion du vermis cérébelleux, on n'aura pas d'incoordination, elle sera très peu présente. On aura surtout des troubles de l'équilibre, de la station debout avec élargissement du polygone de sustentation et un signe de Romberg négatif à apprendre par cœur. L'hypotonie, donc, elle sera présente avec les réflexes pendulaires et le signe de Stewart-Holmes. Donc ça, c'était pour la lésion vermienne. Maintenant, pour les lésions hémisphériques du cervelet, donc on aura un syndrome cérébelleux plutôt cinétique. On aura une adiadococinésie. Donc l'adiadococinésie, c'est un trouble plutôt de l'exécution temporelle. Donc lorsqu'on va demander au patient de faire une épreuve des marionnettes, il y aura une main qui ira soit d'un côté ou d'un autre, ou qui ira plus lentement que l'autre, etc. Donc il ne pourra pas vraiment coordonner ses mouvements. La dyschronométrie et l'hypermétrie, c'est lorsqu'on va demander au patient de faire l'épreuve douanée. Alors il aura parfois une main qui ira plus loin, qui va rater sa cible, qui ira plus haut ou plus bas. Ça, c'est la dysmétrie. L'hypermétrie, c'est quand elle va dépasser son but. La dyschronométrie, c'est quand on le fait avec ses deux mains et il y aura une qui va arriver avant l'autre ou elles vont se chevaucher. Donc ça, c'est la dyschronométrie. On aura également la dysarthrie, donc ce sera plutôt des troubles de l'articulation de la parole. Et enfin, les tremblements d'intention. Alors, c'est quoi les tremblements d'intention? Lorsqu'on était en troisième année, quand on nous parlait d'un tremblement cérébelleux, on croyait que le tremblement avait lieu pendant toute la durée du mouvement. Mais en fait, non. Ce tremblement d'intention, il a lieu au début du mouvement et à la fin du mouvement, c'est-à-dire lorsque le patient décide de bouger et lorsque le mouvement arrive à son but. C'est ça vraiment le tremblement intentionnel. Donc c'est au début, à l'initiation du mouvement et à la fin du mouvement. C'est justement ça qui va causer la dysmétrie. On aura également des troubles de l'équilibre avec une démarche pseudo-ébrieuse, donc comme quelqu'un qui serait sous, qui serait ivre, ou alors en zigzag, mais c'est un peu rare, c'est surtout pseudo-ébrieuse qui est caractéristique du syndrome cérébelleux. L'hypotonie, c'est exactement la même que dans le syndrome cérébelleux statique. Et enfin, dans le syndrome cérébelleux du lobe flocculo-nodulaire, dans ce cas-là, c'est exclusivement des vertiges et un nystagmus, donc exactement comme un syndrome vestibulaire, même dans ce cas-là, les oscillations ne prendront pas une direction spécifique. Donc le syndrome cérébelleux cinétique, incoordination, adiadococinésie, dyschronométrie, hypermétrie, dysarthrie, donc trouble de la parole, et le tremblement d'intention au début et à la fin du mouvement. Les troubles de l'équilibre, ce sera la démarche pseudo-ébrieuse, donc comme quelqu'un de sous, comme quelqu'un de ivre, et l'hypotonie sera exactement la même que dans le syndrome cérébelleux statique. Enfin, pour le lobe flocculo-nodulaire, ce sera le vertige et le nystagmus qui seront caractéristiques de cette lésion. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour toutes les atteintes encéphaliques, donc tout ce qui est syndrome hémisphérique ou HIC, méningé, cérébelleux, etc. Soum, il y a des questions? L'hypertonie, c'est une augmentation du tonus, donc c'est-à-dire que lorsqu'on fait une mobilisation passive du membre, on va sentir une résistance, donc on aura vraiment du mal à bouger son membre. Et l'hypotonie, c'est plutôt une diminution du tonus, donc le membre va bouger comme une poupée de chiffon, c'est la caractéristique qu'on donne la plupart du temps. Maintenant, il y a deux types d'hypertonie. On a l'hypertonie dite plastique et l'hypertonie dite spastique. Dans l'hypertonie dite plastique, ce sera des mouvements, c'est-à-dire le tonus ne va pas changer.
il y aura plutôt un phénomène de roue dentée. Donc, lorsqu'on va bouger la main du patient, certes, la résistance sera la même, mais ça va bouger par à-coups. Donc, parfois, ça va céder, parfois, ça va pas céder, parfois, ça va céder, etc. Mais dans l'hypertonie spastique, c'est plutôt comme un élastique. Donc, plus on va essayer de combattre son tonus, plus ça va devenir vraiment difficile et son membre va revenir à sa position initiale. Ça, c'est la spastique. L'hypotonie n'a pas vraiment de type, donc c'est vraiment une poupée de chiffon. Le membre n'a aucun. Pourquoi trouble de la parole dans l'atteinte du cervelet? Ben, faut savoir que le larynx est aussi un muscle et on doit coordonner nos muscles du larynx pour parler. Et l'incoordination des muscles du larynx va également entraîner des troubles de la parole, mais c'est pas vraiment la parole en elle-même. Donc, il va pas avoir des troubles pour trouver ses mots ou pour coordonner ses paroles, pour trouver ses idées. Ce sera plutôt un trouble pour articuler. Donc, il aura vraiment du mal à avoir une voix claire et des mots qui vont s'enchaîner fluidement. Tu as une question sur Facebook qui demande est-ce que vous pouvez réexpliquer Stuart Homeless? C'est tout. C'est tout ce qu'il y a comme nouvelle question ici. Donc, on a le signe de Stewart Holmes. Alors, le signe de Stewart Holmes, c'est pour rechercher une hypotonie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une flexion contrariée du membre supérieur. Donc, on va dire au patient d'essayer de résister à notre bras. Là, on pousse, on voit, il pousse. Et à un moment, on va lâcher. Donc, chez une personne normale, lorsqu'on lâche, on peut quand même garder un certain tonus. Donc, on peut garder notre main. Mais chez quelqu'un qui a une hypertonie, dès qu'on va lâcher, hop, sa main va venir frapper soit son torse, soit son visage, tout dépend où il est. Donc, ça, c'est un signe d'hypotonie. Donc, on va faire une flexion contrariée et à un moment, on va lâcher. Et chez le patient qui est hypotone, sa main va venir frapper son torse ou là, son visage. Et c'est caractéristique d'une hypotonie cérébelleuse. Alors, on va passer rapidement les syndromes pyramidal et cordonal postérieur parce que c'est des trucs de troisième année. Donc, le syndrome pyramidal ici, on va pas décrire la partie aiguë où il y a une hypotonie, une aréflexie, etc. C'est pas l'important. Ce qu'on va voir, c'est la phase chronique du syndrome pyramidal, donc tout ce qui est la phase hypertonique du syndrome pyramidal. Donc, on aura trois caractéristiques à rechercher, le déficit moteur, le tonus et les réflexes. Alors, le déficit moteur dans le syndrome pyramidal, on va le rechercher par deux épreuves. L'épreuve de barré au membre supérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au patient de tendre les bras devant lui. Et on aura deux types de réponses, soit une chute du membre atteint, soit une pronation. Pourquoi une chute ou une pronation? Parce que le déficit moteur au niveau du membre supérieur, il va prédominer au niveau des extenseurs. Donc, à un moment donné, l'extenseur sera en déficit moteur et il va se relâcher. Et au niveau des supinateurs, et donc à un moment, on aura une pronation parce que le supinateur n'arrive plus à entretenir la supination. Au niveau du membre inférieur, on aura une épreuve de Mangasini. Donc, on va dire au patient en décubitus dorsal de remonter ses jambes. Et on aura donc soit une chute du membre, soit une chute unilatérale, soit une chute bilatérale. Tout dépendra s'il s'agit d'une paraplégie ou d'une hémiplégie. Donc, le barré au membre supérieur, on retrouvera soit une chute du membre, soit une pronation. Et le Mangasini, on va retrouver une chute du membre inférieur. Attention, le Mangasini, le patient est en décubitus dorsal. C'est le déficit moteur, comme je l'ai dit, il va prédominer au niveau des extenseurs et des supinateurs du membre supérieur. C'est pour ça justement qu'on va retrouver une chute du membre ou une pronation en cas de déficit moteur. Et au niveau des fléchisseurs et raccourcisseurs du membre inférieur, c'est pour ça qu'on va retrouver également une chute du membre. Donc le fléchisseur ne va plus pouvoir fléchir le genou et la hanche sur le tronc. Pour la démarche, donc ce sera une démarche en fauchant. Donc la jambe du patient va effectuer une sorte de demi-cercle à chaque fois qu'il fera un pas. C'est la fameuse démarche donc en fauchant. Lorsque le fauchage est unilatéral, on va parler de démarche en fauchant. Mais lorsque le fauchage est bilatéral, donc on va parler plutôt de marche en ciseaux. Donc c'est comme si on prenait un ciseau ouvert et qu'on le faisait marcher comme ça sur une table. C'est la démarche en ciseaux. Donc déficit moteur, extenseur et supinateur du membre supérieur et fléchisseur raccourcisseur du membre inférieur. L'hypertonie
Au syndrome pyramidal, ici, contrairement au syndrome parkinsonien, pardon, l'hypertonie ici, elle est de type spastique. Alors, c'est quoi l'hypertonie spastique? C'est une hypertonie dite élastique, donc comme un ressort ou comme un élastique. Lorsqu'on va essayer de tester le tonus, alors la résistance du membre va être de plus en plus forte, comme si on tirait sur un élastique. Et dès qu'on lâche, le membre va revenir à sa position initiale. C'est l'hypertonie de type spastique. L'hypertonie va prédominer sur les muscles inverses du déficit moteur. C'est-à-dire qu'elle va prédominer aux fléchisseurs et pronateurs du membre supérieur et aux extenseurs et adducteurs du membre inférieur. Donc, si on retient, on va forcément retenir l'autre. Donc, le déficit moteur prédomine aux extenseurs et supinateurs du membre supérieur, fléchisseurs et raccourcisseurs du membre inférieur, et l'inverse pour l'hypertonie. Donc, le deuxième. Enfin, les réflexes. Alors, les réflexes dans le syndrome pyramidal, ils ont 4 caractéristiques qu'il faut apprendre par cœur. Ils sont vifs, c'est-à-dire que lorsqu'on va taper, on aura une réponse plus vigoureuse qu'en temps normal. Ils sont diffus, c'est-à-dire qu'ils vont diffuser au membre contralatéral. Ils sont polycinétiques, c'est-à-dire que lorsqu'on va taper une fois, on pourrait avoir plusieurs réponses. Et avec élargissement de la zone réflexogène, pardon. Donc, on n'est pas obligé de vraiment taper sur le tendon pour avoir une réponse. On peut taper un peu plus haut ou un peu plus bas. On aura quand même une réponse du réflexe. Donc, vif, diffus, polycinétique avec élargissement de la zone réflexogène. Les 4 caractéristiques du réflexe dans le cas du syndrome pyramidal. On aura inhibition des réflexes cutanés, donc tout ce qui est abdominal et crémastérien, et on aura un signe de Babinski qui sera positif. Je rappelle que le signe de Babinski, c'est lorsqu'on va stimuler la plante des pieds, on aura une extension lente et majestueuse de l'hallux avec signe de l'éventail, donc écartement des autres orteils. On pourrait également avoir un clonus, on ne retrouve pas très souvent le clonus, donc lorsqu'on va stimuler la rotule ou le tendon d'Achille, on aura des vibrations de la rotule ou du tendon d'Achille, et on aura le fameux signe de Hoffmann et Rossolimo, donc le signe de Hoffmann au membre supérieur, lorsqu'on va effectuer une stimulation nociceptive au niveau du doigt, on aura flexion des autres doigts et notamment du pouce, et pareil au niveau du membre inférieur, lorsqu'on va stimuler la deuxième phalange du deuxième petit orteil, on aura une flexion de tous les autres orteils et notamment de l'hallux. Alors, en neurologie, on dit que s'il n'y a pas flexion du pouce ou de l'hallux dans le Rossolimo, ils seront négatifs. Donc, il faudra forcément qu'il y ait flexion de l'hallux ou du pouce pour parler d'un Hoffmann ou d'un Rossolimo positif. Donc, le syndrome pyramidal, déficit moteur, hypertonie et hyperréflexie. Pour rechercher un déficit moteur, on va rechercher le barré au membre supérieur et le magasiné au membre inférieur. Le déficit moteur va prédominer au niveau des extenseurs du membre supérieur et des supinateurs. C'est pour ça qu'on aura une chute et une pronation. Et il va prédominer au niveau des fléchisseurs et raccourcisseurs du membre inférieur. La démarche est bien sûr en fauchant si c'est unilatéral et en ciseaux si c'est bilatéral. Pour l'hypertonie de type spastique ou élastique, donc on aura un retour à la position initiale et elle va prédominer au niveau des muscles inverses du déficit moteur. L'hyperréflexie, donc les réflexes ostéotendineux, ils sont vifs, diffus, polycinétiques avec élargissement de la zone réflexogène. Vif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura une réponse un peu plus vigoureuse qu'en temps normal. Diffus, c'est-à-dire qu'ils vont diffuser au membre contralatéral. Polycinétique, ça veut dire qu'on aura plusieurs réponses. Et élargissement de la zone réflexogène, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment obligé de taper le tendon, on peut taper plus haut ou plus bas, on aura quand même une réponse. On aura abolition du réflexe cutané abdominal et crémastérien et un signe de Babinski qui sera positif. Donc, on aura une extension lente et majestueuse de l'hallux avec écartement des autres orteils. On peut avoir un clonus, un Hoffmann ou un Rossolimo positif. Donc, le Hoffmann au membre supérieur et le Rossolimo au membre inférieur. Enfin, le syndrome cordonal postérieur. Donc, comme on le sait, les cordons postérieurs, ils sont impliqués dans la sensibilité profonde et le tact superficiel, le tact fin. Donc, on aura des troubles dans ces deux fonctions. La stéréognosie, c'est le fait de ne pas reconnaître ce qu'on a dans la main, donc c'est le trouble du tact fin. La palesthésie, c'est la diminution de la sensibilité vibratoire. La graphesthésie, alors dans ce cas-là, on peut par exemple dire au patient de deviner ce qu'on est en train d'écrire sur son doigt. Par exemple, lorsqu'on dessine un 8, il ne pourra pas vous dire que vous êtes en train de dessiner un 8 sur sa main, c'est ce qu'on appelle la graphesthésie. On a le signe de l'hermite qui est positif. Alors, lorsqu'on va effectuer une flexion de la nuque, on aura une douleur en choc électrique qui va voyager le long de la colonne vertébrale. C'est un signe de l'hermite positif.
On aura l'ataxie proprioceptive. Alors l'ataxie proprioceptive, c'est un signe de Romberg positif. Donc lorsque le patient va effectuer une épreuve de Romberg, on va lui demander de se mettre debout, pieds joints, bras soit le long du corps, soit devant lui. On aura plusieurs réponses possibles. La plupart du temps, c'est qu'il va faire des oscillations de plus en plus amples jusqu'à tomber. Alors s'il tombe en fermant les yeux, dans ce cas-là, c'est un signe de Romberg qui sera positif. On peut avoir également des oscillations des index ou lorsque le patient est assis, il pourra osciller aussi. C'est une ataxie proprioceptive. Et enfin, la démarche qui sera talonnante. La démarche talonnante, c'est lorsque le patient il va vous dire qu'il a l'impression de marcher sur du coton et il ne sent plus le sol au-dessous de lui, donc il ne sait pas vraiment jusqu'à à quel point il devra lever la jambe pour toucher le sol. C'est ça la démarche talonnante. Il va appuyer sur le sol avec ses talons pour être sûr d'agripper le sol. Il va vous dire comme s'il marche sur de l'éponge, sur du coton. Il va vous dire qu'il ne sent plus s'il porte des chaussures ou pas. Il va parfois avoir des paresthésies, mais c'est très rare. Donc, trouble de la sensibilité profonde et du tact superficiel. Donc, la stéréognosie, il ne pourra plus reconnaître ce qu'il a dans les mains. La palesthésie, donc la palesthésie, c'est le trouble de la sensibilité vibratoire. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire vibrer un diapason et qu'on va le mettre sur une saillie osseuse, il ne va pas sentir les vibrations du diapason. Alors, ce n'est pas le diapason qu'on utilise pour le RIN et le Weber. Il faudra un diapason plutôt dans les 300 Hz pour arriver à tester ça. Mais voilà, lorsqu'on va faire un diapason et on le met sur une saillie osseuse, il ne va pas ressentir ces vibrations. La graphesthésie, lorsqu'on va dessiner quelque chose sur ses mains ou sur son corps, il ne va pas savoir ce qu'on dessine. Le signe de l'hermite, lorsqu'on va effectuer une flexion de la nuque, on aura une douleur en choc électrique le long de la colonne vertébrale. C'est un signe de l'hermite positif. L'ataxie proprioceptive, c'est le signe de Romberg, donc oscillation et chute lorsque les yeux sont fermés. Et la démarche talonnante, on a déjà expliqué ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour les atteintes fasciculaires? Le signe de l'hermite est spécifique de l'atteinte coronale postérieure. Alors normalement, oui, il est spécifique. Oui. Sur Facebook, tu as une question. Est-ce que vous nous conseillez de faire ce cours au début ou à la fin du cours? À la fin du module plutôt. Je conseille au début parce que c'est de la 3e année un peu. C'est tout ce qu'il y a comme question. Celle qui est ici, tu as répondu. Ouais. Ok, on va passer maintenant aux atteintes du tronc cérébral. Donc, on a les syndromes alternes qu'on a vu l'an passé, donc où il y a une paralysie d'un nerf crânien avec une paralysie contralatérale, une hémiplégie contralatérale, et le syndrome vestibulaire. Alors, dans les syndromes alternes, on a les trois étages du tronc cérébral qui peuvent être touchés. Donc, soit le bulbe, soit le pont, soit le mésencéphale. Alors, dans les 3 cas, on aura une lésion qui serait caractéristique et on va essayer de les détailler. Alors, au niveau du mésencéphale, on aura naissance du nerf oculomoteur, donc du 3. Au niveau du pont et surtout du sillon bulboprotubérantiel, on aura naissance du nerf facial, mais les noyaux du nerf facial est plutôt situé ici. Et enfin, au niveau du bulbe, on aura naissance de plein de nerfs. On aura notamment le noyau solitaire, le noyau ambigu du 9, 10, 11. Et donc, les lésions seront en rapport avec les nerfs crâniens qui vont naître de chaque partie du tronc cérébral. Donc, le bulbe, c'est surtout le 9, 10, 11, donc glossopharyngien, vague et accessoire. Au niveau du pont, c'est surtout le nerf facial, donc le 7. Et au niveau du mésencéphale, c'est surtout le 3 ou le nerf oculomoteur. Donc, dans le syndrome de Weber, qui est une lésion mésencéphalique, on aura une paralysie du 3, donc du nerf oculomoteur, qui sera homolatérale à la lésion. Alors, dans ce cas-là, on aura une diplopie avec un strabisme divergent et un syndrome pyramidal, donc une hémiplégie qui sera contralatérale à la lésion. Donc, c'est caractéristique du syndrome alterne. La paralysie du 3 d'un côté et l'hémiplégie de l'autre côté. Paralysie du 3, homolatérale à la lésion avec diplopie et strabisme divergent et une hémiplégie qui sera contralatérale à la lésion. Ça, c'est le syndrome de Weber, c'est un des plus simples et on n'en parle plus. Maintenant, le syndrome de Miller-Göbler.
Alors, dans le syndrome de Miller-Göbler, pareil, donc on aura une paralysie d'un nerf crânien homolatéral et l'hémiplégie qui sera contralatérale. Quel nerf crânien on a dit au niveau du bulbe? Ce sera le nerf facial et on aura une paralysie faciale de type périphérique, c'est-à-dire qu'il va toucher toute la face et non pas uniquement la partie. Donc, il ne va pas épargner la partie supérieure comme dans la centrale. Donc on aura une paralysie faciale périphérique, donc une paralysie de toute la face, et qui sera homolatérale à la lésion. Comment est-ce qu'on reconnaît une paralysie faciale périphérique? Par la présence bien sûr du signe de Charles Bell. Donc lorsqu'on va essayer de fermer les yeux, l'œil ne va pas se fermer, on aura une déviation en haut et en dehors du oculaire. C'est le signe de Charles Bell qui voudra systématiquement rechercher dans le cadre d'une paralysie faciale pour dire si elle est bien périphérique. Donc syndrome de Miller-Göbler, paralysie faciale périphérique homolatérale à la lésion et une hémiplégie contralatérale à la lésion. Ça, c'est une atteinte pontique. Et enfin, on aura le syndrome de Wallenberg. Bon, le syndrome de Wallenberg, c'est caractéristique d'une ischémie de l'artère cérébelleuse postéro-inférieure. Donc, c'est une atteinte postérieure du bulbe. C'est une atteinte postérieure du bulbe, c'est une ischémie de la partie postérieure du bulbe, ce qui veut dire que la partie où le faisceau pyramidal va cheminer en antérieur ne sera pas touchée. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas vraiment une hémiplégie. On n'aura pas d'hémiplégie, on aura plutôt des signes sensitifs parce que c'est plutôt les sensitifs qui vont en postérieur. Right? Donc pas vraiment d'hémiplégie. Maintenant, le syndrome de Wallenberg en lui-même, il est rarement isolé, il pourrait être associé à des ischémies antérieures du bulbe, et dans ce cas-là, on aura l'hémiplégie qui sera associée. Alors dans le syndrome de Wallenberg, ce qu'on va retrouver, on va retrouver notamment l'hémianesthésie du 5, on aura naissance du nerf trijumeau au niveau du bulbe. Et donc, on aura une hémianesthésie du 5 qui sera homolatérale à la lésion. On aura des paralysies du 9, du 10 et du 11 avec des troubles de la déglutition, une paralysie du trapèze, également une paralysie du voile du palais qui seront également homolatérales à la lésion. On aura une lésion du noyau solitaire, donc c'est toute la partie sensitive du 9 et du 10. Donc, on aura par exemple abolition du réflexe nauséeux, etc. On aura un syndrome de Claude-Bernard-Horner par paralysie sympathique. Donc, le syndrome de Claude-Bernard-Horner, c'est bien sûr ptosis, myosis et ophtalmie. On aura un syndrome vestibulaire. On aura un syndrome vestibulaire qui sera homolatéral et que je vais détailler juste après. Et un hémisyndrome cérébelleux. Dans ce cas-là, il va toucher uniquement une moitié du corps. Donc, on aura par exemple, lorsqu'on va demander au patient de faire un doigt-nez, c'est uniquement la partie homolatérale ou contralatérale, ça dépendra parce que les faisceaux spinocérébelleux n'ont pas vraiment une latéralité précise. Donc un hémisyndrome cérébelleux va toucher uniquement un seul côté. Donc syndrome de Wallenberg, je répète pour que ce soit clair, c'est une ischémie postérieure du bulbe par ischémie de l'artère cérébelleuse postéro-inférieure. Donc si c'est un syndrome de Wallenberg isolé, on n'aura aucun trouble moteur. L'hémianesthésie du 5, ça va être homolatérale à la lésion. Les paralysies du 9, du 10 et du 11, donc liées à une lésion du noyau ambigu, seront homolatérales à la lésion. La lésion du noyau solitaire, kiff-kiff, du 9, 10, 11, sera homolatérale à la lésion. Le syndrome de Claude-Bernard-Horner, kiff-kiff, homolatéral. Le syndrome vestibulaire, latéral. Et l'hémisyndrome cérébelleux qui sera soit homo, soit contro, ça dépendra de son type de spinocérébelleux. On pourrait avoir un syndrome, bien sûr, cordonal postérieur qui sera contralatéral à la lésion par ischémie des faisceaux de Goll et de Burdach. Donc on a fini avec les syndromes alternes. Est-ce qu'il y a des questions pour les syndromes? Pas de questions. Et si il est mélangé avec le pronostic vital par l'atteinte du noyau ambigu. Et sur Facebook, tu as une question, je ne peux pas distinguer l'hypotonie de l'hypertonie. Je ne sais pas pourquoi ce qui est ce bruit. Et je sais pas pourquoi on pose encore cette question. Je pense qu'ils viennent de rejoindre. Je pense que l'hypertonie et l'hypotonie, ça a été abordé tout à l'heure. Ouais, je peux pas répondre à cette question parce que c'est vraiment des notions de troisième année, on n'est pas là.
C'est tout. De toute façon, c'est tout ce qui est. Alors, il y a une nouvelle question. Comment peut-on déduire si strabisme convergent ou divergent? Est-ce qu'il y a une explication? Ok, c'est intéressant comme question, je vais essayer de répondre. Et tu as هذه اللي راهي هنا aussi, les met en jeu pronostic vital par atteinte du noyau ambigu. Celle que je dis en premier. Elle est ici sur Vu Webex. que l'atteinte est unilatérale, donc ça ne met pas vraiment en jeu le pronostic vital. Non, ça pourrait se faire. Le quand c'est une atteinte bilatérale, ça serait un petit peu compliqué. Donc pour le strabisme divergent ou la convergent, je vais essayer de faire un petit dessin, I guess. Alors pour le strabisme la divergence, ce qui va se passer, alors lorsqu'on a une paralysie du 6, par exemple, lorsqu'on a une paralysie du 6, on aura ce qu'on appelle un strabisme convergent. Par exemple, lorsqu'on va demander au patient de regarder maintenant d'un côté, vu que le 6 est paralysé, l'œil, il va pouvoir regarder par là, vu que dans ce cas-là, c'est le 3 qui va être mis en jeu, mais vu que le 6 est paralysé, l'œil, il ne pourra pas regarder en latéral. Donc on aura convergence du regard, et c'est ce qu'on va appeler un strabisme convergent. Mais dans le cas de la paralysie du 3, si on demande au patient de faire le même regard, donc regarder par là, vu que l'œil, il pourra regarder en latéral étant donné que c'est le 6, ça va se faire, mais l'œil, il va regarder toujours au centre, on aura un regard qui va diverger, et donc ce sera un strabisme divergent. Donc paralysie du 6, l'œil ne pourra pas regarder latéralement, mais le 3 pourra le faire de l'autre côté, donc on aura une convergence. Mais paralysie du 3, étant donné que l'œil ne pourra pas regarder médialement, mais il pourra regarder médialement, donc on aura une divergence du regard et ce sera un strabisme divergent. Une atteinte du pont va donner quel syndrome? Donc c'est le syndrome de Miller-Gebler. Syndrome de Miller-Gebler avec paralysie faciale périphérique homolatérale à la lésion et une hémiplégie contralatérale. Hémiplégie, donc syndrome pyramidal contralatéral. On va passer au syndrome vestibulaire. Alors, le syndrome vestibulaire, on a trois grandes lésions, trois grandes pertes de fonction. On a des troubles de l'oculomotricité, des troubles de l'équilibre et du mouvement et des troubles de la marche. Alors, les troubles de l'oculomotricité, c'est notamment le nystagmus. Alors, c'est quoi un nystagmus? C'est une dérive lente du regard d'un côté, puis un retour rapide vers le côté sain. Dérive lente, retour rapide, dérive lente, retour rapide, dérive lente, retour rapide, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et bien sûr, c'est involontaire. Alors, on dit que le nystagmus va dériver vers le côté atteint, et ensuite, lorsque le cerveau se rend compte que l'œil est en train de dériver, hop, il va le faire revenir vers le côté sain. Donc on dit que le nystagmus va battre vers le côté de la secousse rapide. Donc c'est ça le sens du nystagmus. Donc s'il dérive vers la droite et revient à gauche, en ma droite bien sûr, s'il dérive par là et qu'il revient à gauche, on dit que le nystagmus va battre vers la secousse rapide. Et vu que la secousse rapide va vers le côté sain, donc on va dire que le nystagmus bat vers le côté sain. C'est quand il est horizontal, bien évidemment. Donc le nystagmus, donc c'est une dérive lente du regard vers le côté atteint et un retour rapide vers le côté sain. Alors pourquoi? Alors il faut savoir que le vestibule, il va servir à dire à notre cerveau de quel côté on est en train de tourner la tête. Alors imaginons qu'on a une atteinte imaginez notre vestibule marche très bien. Lorsqu'on fixe quelque chose et on tourne la tête, nos yeux vont dériver vers le côté inverse. Si on tourne la tête vers la droite, nos yeux vont dériver vers la gauche. Donc, regardez, c'est ce qu'on appelle le réflexe vestibulo-oculaire. Lorsqu'on tourne la tête vers la droite, nos yeux vont tourner vers la gauche. Imaginons qu'on a une lésion vestibulaire à droite. Si on a une lésion vestibulaire à droite, notre cerveau il va recevoir des influx nerveux uniquement du vestibule gauche. Donc le cerveau est en train de croire qu'on est toujours en train de tourner notre tête vers la gauche et donc il va venir dériver lentement nos yeux vers la droite, donc vers le côté qui est atteint. Et lorsqu'il s'en rend compte, il va finir par faire revenir nos yeux vers le centre et donc ça va battre vers le côté sain. C'est ce qu'on appelle c'est pour ça que le nystagmus va battre vers le côté sain. C'est lorsqu'il est bien sûr horizontal. Alors il arrive que le nystagmus prenne d'autres formes, il pourrait être vertical, il pourrait être rotatoire. Alors comment est-ce qu'on pourrait s'en rendre compte? Je pourrais vous faire un petit schéma du tronc cérébral ici.
Donc imaginez que ça, c'est le bulbe rachidien, la moelle allongée. Ici, ici c'est plutôt le pont, et là, c'est le mésencéphale. J'ai fait une petite erreur. Ici, c'est le mésencéphale. Très bien. Là, il y a une petite erreur, c'est inversé. Là, c'est inversé, pardon. Alors, au niveau du bulbe, il faut savoir que le nystagmus, il est rotatoire. Donc, imaginez le bulbe comme un rond. On voit pas la diapo. C'est toujours le cas, là. Donc, imaginez que le bulbe, c'est un rond. Donc, le nystagmus, tu vois, il te met la diapo. Donc je disais, on imagine que le bulbe c'est un rond, donc au niveau du bulbe, eh bien le nystagmus sera rotatoire. On imagine que le pont, eh bien ses fibres vont aller de droite à gauche, donc le nystagmus va être horizontal. Et au niveau du mésencéphale, par contre, on va imaginer que les fibres sont verticales, donc le nystagmus sera vertical. Donc au niveau... Si, chez moi, le reste, je sais pas. J'ai écrit toujours pas, j'ai toujours pas de réponse. Est-ce que vous arrivez à voir un diapo? Ok, parfait. Donc on a le nystagmus au niveau du bulbe, il est rotatoire, donc imaginez le bulbe comme un rond. Au niveau du pont, il est horizontal, donc on va imaginer un petit peu les fibres du pont qui vont aller de droite à gauche. Et enfin, au niveau du mésencéphale, il est plutôt vertical, et donc c'est un petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. Enfin, pour les troubles de l'équilibre et des mouvements et de la marche, donc pour les troubles de l'équilibre, lorsqu'on va effectuer une épreuve de Romberg, c'est-à-dire qu'on va dire au patient de se mettre debout, les pieds joints, bras le long du corps, on aura déviation des index vers le côté atteint et parfois même déviation du corps vers le côté atteint. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un signe de Romberg qui sera latéralisé. Donc, il ne va pas tomber de n'importe quel sens, il va vraiment tomber vers le côté atteint et dans ce cas-là, c'est un signe de Romberg latéralisé. Lorsqu'il tombe après les oscillations, c'est un signe de Romberg tout court, mais lorsqu'il tombe vraiment vers un côté précis, ça, c'est un signe de Romberg dit latéralisé. Et les déviations de l'index, il va les pointer en face de lui. Pour les troubles de la marche, on aura soit une marche en étoile, donc le patient va aller d'abord, il va aller toujours vers le même sens en fait, il va aller par là, ensuite par là, ensuite par là, ensuite par là, jusqu'à dessiner une étoile en marchant. Et lorsqu'on lui demande de marcher sur une ligne droite, il ne va pas continuer sur une ligne droite, il va légèrement dévier vers le côté atteint lorsqu'il marche. Donc on retient nystagmus, Romberg latéralisé, déviation des index, et marche en étoile et déviation de la ligne droite. Donc on a fini avec les atteintes du pont, et enfin du tronc cérébral. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions sur Facebook, ça? Alors, le Romberg latéralisé, donc lorsqu'on va demander au patient de se mettre debout, les pieds joints et les yeux fermés, il va lentement venir se pencher vers le côté atteint jusqu'à tomber. Donc, c'est un Romberg latéralisé vers le côté atteint. Différence entre syndrome vestibulaire périphérique et central sur le plan clinique. Sur le plan clinique, il y a donc les tests que j'ai complètement oubliés, là où tu mets l'eau chaude et l'eau froide, ça va te permettre de faire la différence. Et dans le central aussi, tu n'auras jamais de signe, il y a de signes auditifs associés.
Dans le central, l'instrumental, il y aura une sorte de discordance entre l'instrumental et le clinique. Et aussi, le nystagmus sera complètement désordonné le central, alors que le périphérique, il aura un certain sens. Pour addicter à l'eau chaude et l'eau froide, je te conseille de revoir Hamladji, elle a très bien expliqué tout ça plus précis. Alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle le syndrome médulaire. Alors le syndrome médulaire, c'est ce qu'on appelle la section complète de la moelle. Alors vraiment, lorsqu'on a une section complète de la moelle, lors d'un trauma rachidien ou ce genre de choses. Alors dans le cas donc dans le cas d'une section complète de moelle, on aura trois types de lésions. On aura le syndrome dit lésionnel, pardon. On aura le syndrome lésionnel, donc ce sont les signes qu'on va retrouver au niveau de la lésion. On aura le syndrome sous-lésionnel, donc les signes qu'on va retrouver en dessous de la lésion. Et enfin, la présence d'un niveau sensitif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le patient ne va plus rien ressentir. Quand on descend de haut en bas, il arrivera à un moment où le patient ne va plus rien ressentir. C'est le niveau sensitif. Alors, c'est quoi le syndrome lésionnel? Donc, le syndrome lésionnel, ce sera un syndrome radiculaire. Je ne vais pas le détailler maintenant, on va le voir tout à l'heure. Mais en gros, ce sont des douleurs qui vont venir irradier de la moelle vers le dermatome atteint. C'est le syndrome lésionnel. Pour les syndromes sous-lésionnels, donc en dessous de la lésion, on aura un syndrome pyramidal qu'on a vu tout à l'heure avec son hypertonie, son déficit moteur et son hyperréflexie. On aura un syndrome coordonal postérieur qu'on a vu tout à l'heure avec les troubles de la sensibilité profonde et un syndrome spinothalamique, donc la disparition de la sensibilité thermo-algésique. Et on a vu le niveau sensitif, donc à un moment donné, lorsqu'on part de haut en bas, le patient ne va plus rien ressentir. Et attention, le niveau sensitif n'est pas forcément synonyme de niveau de l'atteinte, d'accord? Parce que justement, il faut savoir qu'il y a un léger décalage entre les dermatomes et les vertèbres. Donc, ce n'est pas forcément si la vertèbre D4 est atteinte que le dermatome D4 sera atteint. Niveau sensitif, partie du syndrome sous-lésionnel. Mais c'est pas sous-lésionnel, c'est juste un niveau. Donc c'est juste le niveau où, à un moment donné, le patient ne va plus rien ressentir et il n'est pas forcément témoin du niveau de l'atteinte. Le syndrome sous-lésionnel ou wahdo, c'est juste pyramidal, coordonal postérieur et spinothalamique. Donc après, dans les syndromes qui vont toucher la moelle, on aura des syndromes particuliers. Donc ça dépendra vraiment d'une atteinte particulière. Alors on a bien sûr l'hémisection de moelle. Ça veut dire que notre moelle épinière, lorsqu'on aura notre moelle épinière qui va être touchée uniquement dans sa moitié droite ou gauche, alors on aura ce qu'on appelle le syndrome de Brown-Séquard avec un syndrome pyramidal contralatéral, un syndrome coordonal postérieur contralatéral, mais un syndrome spinothalamique homolatéral à la lésion. Alors comment est-ce qu'on s'en rappelle? On a vu tout à l'heure que le coordonal postérieur et que le pyramidal décussent au niveau du bulbe. Alors pour les faisceaux qui décussent au niveau du bulbe, la lésion sera, le syndrome sera forcément contralatéral. Et vu que le spinothalamique va décusser au niveau de la moelle, dans ce cas-là, le syndrome sera homolatéral. Donc pour retenir facilement, pour tous les faisceaux qui décussent au niveau du bulbe, on aura le syndrome qui sera contralatéral, et pour les autres, ce sera homolatéral. Donc c'est juste le spinothalamique finalement. On peut avoir parfois un syndrome lésionnel qui sera homolatéral, mais c'est assez rare. Donc Brown-Séquard, pyramidal contralatéral, coordonal postérieur contralatéral, spinothalamique homolatéral et parfois un syndrome lésionnel qui sera homolatéral. Le syndrome lésionnel, comme je vous l'ai dit, c'est un syndrome rachidien et qu'on verra un peu plus tard dans les périphériques. On est dans le syndrome syringomyélique. Le syndrome syringomyélique qui est donc une atteinte centromédulaire, qui est une lésion ici, juste autour de l'épendyle. Alors, comme on le sait, ou peut-être pas, le spinothalamique, lorsqu'il décusse au niveau de la moelle, il va décusser au niveau de la commissure grise antérieure. Donc, il va venir des racines postérieures, traverser ici au niveau de la commissure grise antérieure. Et ce qui va se passer lorsqu'on aura une lésion centromédulaire ou une syringomyélique, qui peut être soit d'origine congénitale, soit d'origine vasculaire, soit d'origine... Donc tout syndrome syringomyélique, on aura une anesthésie thermoalgésique, donc
du spinothalamique qui va être suspendu au niveau de la lésion. Donc, si on aura juste une syringomyélie au niveau de C4, ben, ce sera juste le dermatome C4 qui sera atteint et on aura une anesthésie thermoalgésique rien qu'au niveau du C4. On n'aura pas de syndrome sous-lésionnel, contrairement à la section de moelle. Donc, ce sera uniquement une atteinte suspendue au niveau de la lésion. On pourrait également avoir des troubles trophiques, donc tout ce qui est troubles vasomoteurs au niveau également de la lésion. Alors, la sclérose combinée de la moelle, c'est une association d'un syndrome pyramidal et d'un syndrome cordonal postérieur. C'est plutôt caractéristique d'une avitaminose B12, ça cause beaucoup de sclérose combinée de la moelle. Et enfin, le syndrome du cône terminal qui va combiner syndrome de la côte cheval et syndrome pyramidal. Pour résumer, syndrome de la côte cheval, c'est une anesthésie en selle avec des troubles génito-sphinctériens et un syndrome pyramidal qu'on a vu tout à l'heure. Syndrome de la côte cheval, retenez surtout l'anesthésie en selle et les troubles génito-sphinctériens. Donc, les syndromes particuliers de la moelle sont au nombre de 4. On a le Brown-Séquard, qui est l'hémisection de la moelle, avec pyramidal contralatéral, cordonal postérieur contralatéral et spinothalamique homolatéral. Le syndrome lésionnel qui est parfois présent. La syringomyélie, c'est un syndrome spinothalamique qui est bilatéral et suspendu au niveau de la lésion, donc on n'aura pas de syndrome sous-lésionnel. Donc, c'est une anesthésie thermoalgésique. On peut avoir des troubles trophiques qui peuvent être associés. La sclérose combinée de la moelle, c'est une association d'un syndrome pyramidal et d'un syndrome cordonal postérieur. Et enfin, le syndrome du cône terminal, dans ce cas-là, on aura association de queue de cheval et d'un syndrome pyramidal. La queue de cheval, bien sûr, qui est une anesthésie en selle associée à des troubles génito-sphinctériens. Est-ce qu'il y a des questions pour les lésions médulaires? Raourel, les périphériques, et on a terminé. Soum, il y a des questions? L'atteinte de l'hémimoelle, le pyramidal et le cordonal postérieur sont homolatérales. Non, ils sont contralatéraux et le thermoalgésique qui est homolatéral. Ou l'axe? L'axe, oui. Pardon, Naya, c'est l'inverse. Le syndrome pyramidal et le cordonal postérieur sont homolatéraux et le spinothalamique qui est contralatéral. Pardon, c'est l'inverse. Cordonal postérieur et pyramidal homolatéral et spinothalamique contralatéral. Justement parce que ça décusse en haut, donc c'est du même côté. Pardon, à corriger, Naya, c'est à corriger. Contralatéral pour le spinothalamique et homolatéral pour le pyramidal et le cordonal postérieur. Ok, les atteintes périphériques. Alors, dans les atteintes périphériques, donc c'est tout ce qui est en dehors du système nerveux périphérique. Donc, on va commencer le nerf rachidien, le muscle. Donc, on va passer par le nerf rachidien, le motoneurone ou le nerf en général, la plaque motrice et le muscle en lui-même. Alors, on va commencer par le syndrome radiculaire. Alors, on a vu le syndrome radiculaire tout à l'heure au niveau de la section complète de la moelle, on a un syndrome lésionnel qui est caractérisé par un syndrome radiculaire. Et le syndrome radiculaire, il est défini par ses signes fonctionnels et ses signes physiques. Alors, dans les signes fonctionnels, on a bien sûr la douleur. Alors, la douleur qui va naître du rachis et qui va irradier le long du dermatome de la lésion. Maintenant, si on a une lésion, par exemple, de C4, ben, on aura la douleur qui va venir irradier le long de la face antérieure du bras, et le poignet, etc. Donc, ce sera vraiment une douleur caractéristique qui va suivre le dermatome. Les paresthésies sont inconstantes. Pour les signes physiques, alors les signes physiques, en cas de lésion par exemple du sciatique, on aura le signe de Lazeg ou le signe de Lazeg inversé. Donc, le Lazeg, c'est en cas de L5S1, et le Lazeg inversé, c'est en cas de L4. On va demander au patient, on va allonger le patient en décubitus dorsal et on va remonter ses jambes. Lorsqu'on va remonter ses jambes, on aura une douleur, c'est le signe de Lazeg. Le déficit moteur, il est parfois présent. Le déficit sensitif, plutôt distal au niveau des extrémités. On peut avoir une aréflexie ostéotendineuse si le niveau de la lésion va, si le segment atteint a un réflexe particulier. Par exemple, pour le S1, on aura une abolition du réflexe
achilléen. Pour le L4, on aura une évolution de réflexe rotulien, etc. Donc dans ce cas-là, on aura une aréflexie ostéotendineuse. Mais si par exemple on a une lésion au niveau de D4 ou D5 où il n'y a aucun réflexe, ben, il n'y aura pas de souci. On peut avoir des troubles végétatifs vasomoteurs avec des troubles de la sudation ou alors on aura par exemple des rougeurs, etc. Tandis que c'est assez rare. Donc retenez surtout les signes fonctionnels, la douleur qui va naître du rachis et qui va irradier le long du dermatome, et les signes physiques, donc les signes de la ZEG ou la ZEG inversée, le déficit moteur, le déficit sensitif qui sera distal, la réflexie ostéotendineuse si le segment atteint est responsable d'un réflexe, donc le S1 par exemple pour l'achilléen, le L4 pour le rotulien, et des troubles végétatifs qui peuvent être associés. Ça, c'est le syndrome radiculaire, et on retrouve le syndrome radiculaire dans le syndrome lésionnel de la section complète de la moelle. Maintenant, le syndrome neurogène périphérique. Alors, le syndrome neurogène périphérique, c'est une lésion nerveuse pure. Alors, on aura une lésion du nerf. Les douleurs seront de type neuropathique, donc ils vont être plutôt lorsqu'on va trop utiliser ce nerf, on va avoir une douleur. Et les paresthésies sont plus fréquentes que dans le cas du syndrome rachidien. On aura une diminution de la force musculaire des muscles innervés par le nerf en question. Donc, comme d'habitude, on fera un testing et on verra si le testing est à 5, 4, 3, 2 ou 1. Alors, comment est-ce qu'on fait un testing musculaire rapidement? On va demander au patient de faire un mouvement, par exemple de fléchir le bras. S'il arrive à faire le mouvement, ce sera forcément un testing à 3. Ensuite, on va essayer de résister. S'il arrive à résister, mais qu'on peut quand même, si on sent une résistance, mais qu'on peut quand même combattre ce mouvement, là, ce sera un 4. Et si on n'arrive vraiment pas à combattre ce mouvement, c'est un 5. Maintenant, s'il effectue ce mouvement et qu'on arrive complètement à contrecarrer ce mouvement, c'est un 3. Si on arrive à le contrecarrer, même sans aucune résistance, c'est un 2. Si on voit des contractions musculaires mais qu'il n'arrive pas à faire le mouvement, c'est un 1. Et s'il n'y a aucun mouvement, là, c'est un 0. Maintenant, le tonus. Alors, dans le tonus, on aura une hypotonie, mais qui va concerner bien sûr les muscles innervés par ce nerf. La réflexie ostéotendineuse, pareil, pour les muscles innervés par ce nerf. La marche, si c'est au membre inférieur, on aura un steppage. Donc, le steppage où le patient va marcher sur la plante des pieds, donc il va relever ses orteils. Pour la sensibilité, on aura une anesthésie thermoalgésique, parfois même des troubles d'insensibilité profonde, surtout dans la neuropathie diabétique, toujours du nerf associé, et des signes, notamment une amyotrophie, des crampes, des fasciculations et des troubles vasomoteurs. Alors pourquoi une amyotrophie? Il faut savoir que le motoneurone alpha, en plus d'effectuer une innervation motrice du muscle, il va également contribuer à sa nutrition, donc on aura une amyotrophie. Les fasciculations, c'est à cause des stimulations répétées qui vont entraîner parfois des mouvements, parfois pas de mouvements, et on aura ce genre de fasciculation. Les troubles végétatifs également, parce que les nerfs, ils vont faire cheminer tout ce qui est sympathique et parasympathique pour les troubles vasomoteurs et la sudation. Donc signe fonctionnel, douleur neuropathique, paresthésie fréquente. Signe physique, diminution de la force musculaire des muscles innervés par le nerf, une hypotonie, aréflexie ostéotendineuse, le steppage si c'est au membre inférieur, l'anesthésie thermoalgésique, voire des troubles d'insensibilité profonde. Et pour les signes associés, retenez surtout l'amyotrophie, les crampes et les fasciculations. Les troubles végétatifs sont assez rares. Maintenant, le syndrome myasthénique. Alors, le syndrome myasthénique, on retrouve dans deux grandes pathologies. La myasthénia gravis, qui est la fameuse maladie auto-immune avec des anticorps anti-acétylcholine, et le syndrome de Lambert-Eaton avec ses anticorps anti-canocalciques. Alors, le syndrome myasthénique est caractérisé par un déficit moteur qui va augmenter à l'effort, qui va diminuer avec le repos. Donc, c'est ce qu'on appelle une fatigabilité. Le muscle va se fatiguer de plus en plus qu'il est utilisé. Classiquement, chez les patients, on va retrouver des symptômes qui apparaissent en fin de journée, notamment des muscles qui sont à mouvement très rapide et qu'on sollicite souvent, surtout ceux des paupières, ceux de la langue et ceux des mains. Donc on aura surtout un ptosis, on aura une difficulté à la parole, on aura une difficulté à utiliser ses mains et ces symptômes vont apparaître en fin de journée. Donc quels sont les signes physiques le plus souvent retrouvés? On aura donc des troubles de l'oculomotricité, notamment le ptosis et la diplopie.
On aura des troubles de la déglutition, donc la déglutition sera très difficile avec souvent des fausses routes, des mastications déficitaires en fin de repas. Par exemple, lorsqu'on prend des repas qui sont très longs, en fin de repas, on sera fatigué, on ne pourra plus mâcher. Des troubles de la motricité, donc une faiblesse musculaire proximale au niveau des ceintures, donc le patient aura vraiment du mal à relever ses épaules. Et les troubles respiratoires dans les cas vraiment très graves, très avancés, où les muscles respiratoires, que ce soit le diaphragme ou les muscles accessoires, vont être fatigués. On aura une polypnée superficielle par hypercapnie jusqu'à l'asphyxie. C'est une urgence médicale, une urgence thérapeutique et il faudra instaurer la corticothérapie aussi vite que possible. Donc, fatigabilité musculaire, c'est un déficit moteur qui va augmenter de plus en plus que le muscle est utilisé et qui va diminuer après le repos. Et donc, classiquement, on va retrouver des symptômes en fin de journée. Donc, un ptosis ou une diplopie, c'est-à-dire une vision double, les troubles de la déglutition, des fausses routes, une mastication difficile, des troubles de la motricité avec une faiblesse des ceintures et de la nuque aussi. On aura aussi une difficulté à se tenir la tête et les troubles respiratoires qui pourraient aller jusqu'à l'asphyxie. Et dans ce cas-là, c'est une urgence médicale. Il faudra instaurer la corticothérapie au plus vite. On va enfin terminer la caractérisation myasthénique rapide. La deuxième pathologie, c'est quoi? C'est le syndrome de Lambert-Eaton. Donc, Lambert, L-A-M-B-E-R-T, Eaton, E-A-T-O-N, et donc ce sont des anticorps anticanocalciques voltage dépendants qu'on retrouve dans la plaque motrice. Aussi, c'est une maladie auto-immune, tout comme la myasthénie. Tu as une question sur Facebook. Yes. Pour le bras square, l'atteinte pyramidale et cordinale postérieure sont homolatérales. Homolatérales. Oui, j'ai corrigé Morvel. Elles sont homolatérales et le thermoalgésique, c'est contralatéral. Ok, c'est tout ce qu'il y a comme question. Le déficit moteur diplopiptosis bilatéral est symétrique dans la myasthénie. Oui, d'ailleurs, c'est caractéristique pour la différencier du myosis et du ptosis, t'as le Claude Bernard Horner. Donc oui, c'est bilatéral et symétrique. Je vais le patient, il est comme ça, il n'arrive plus à ouvrir les yeux, etc. Enfin, on va finir par le syndrome myogène. Alors le syndrome myogène, c'est donc une atteinte du muscle en lui-même. Donc on aura 4 caractéristiques. On va rechercher la force musculaire, le tonus, les réflexes et les signes associés. Alors d'abord la force musculaire, donc ce sera une diminution bilatérale et symétrique. Bon, ça dépendra de l'atteinte, mais bilatérale et symétrique, il va prédominer au niveau des ceintures. Alors au niveau des ceintures, que ce soit ceinture scapulaire ou là la ceinture pelvienne. On aura des troubles de la marche avec la fameuse démarche dandinante. Il va se dandiner de droite à gauche parce que justement ces muscles ne pourront plus retenir son poids. On aura également le signe du tabouret, d'Ashfit-Mleh, où le patient va devoir prendre appui sur ses mains, puis sur ses genoux, puis sur ses cuisses pour se relever. Donc il est là vraiment en étape, mais redéchite là directement. Le tonus sera normal où on peut avoir une légère hypotonie. Les réflexes, on aura une diminution des réflexes ostéotendineux, mais ce n'est pas très important. Le plus important, c'est l'abolition du réflexe idiomusculaire. Alors, c'est quoi le réflexe idiomusculaire? Alors, lorsqu'on tape sur un muscle, on aura une réponse contractile de ce muscle. Pas forcément sur le tendon, vraiment, on va taper sur lui-même, le muscle va se contracter. Dans le cas d'un syndrome myogène, le muscle ne va plus se contracter et donc on aura une absence de ce qu'on appelle le réflexe idiomusculaire. Pour les signes associés, on peut avoir une fatigabilité, une myotonie, c'est-à-dire une contraction involontaire et anarchique du muscle, et enfin l'absence de fasciculation qui va nous permettre de faire le diagnostic différentiel avec un syndrome neurogène périphérique. Alors vu que le muscle est atteint, forcément on n'aura pas de fasciculation parce que le nerf est sain. Donc la force musculaire, on aura une diminution bilatérale et symétrique qui va prédominer au niveau des ceintures, que ce soit pelvienne ou la scapulaire. On aura une diminution du tonus, donc soit une hypotonie, soit un tonus normal. Les réflexes ostéotendineux seront diminués, mais ce n'est pas important. Retenez surtout l'abolition des réflexes idiomusculaires. Et enfin, les signes associés, donc une fatigabilité, des myotonies, mais absence de fasciculation, qui sont plutôt caractéristiques du syndrome neurogène périphérique. Donc, on a fini. Est-ce qu'il y a des questions? Ptosis bilatérale symétrique ou à bascule, ça dépendra, mais au final,
au final, en fin de journée, il sera bilatéral et symétrique parce que les muscles, carrément, il y a rien. Il peut avoir un ptosis, ça bascule au début de la maladie ou là, en milieu de journée. La myasthénie, c'est une. Est-ce qu'on peut arrêter de partager l'écran? Yeah. Oui. Alors, la myasthénie, c'est une atteinte de la plaque motrice, mais le syndrome myogène, c'est l'atteinte du muscle en lui-même, donc on aura une atteinte musculaire. Donc, dans le cas du syndrome myogène, tu n'auras pas de réflexe idiomusculaire, donc le muscle est complètement atteint, mais tu n'auras pas de fasciculation non plus. Tu auras une fatigue musculaire, mais chez fatigabilité, le muscle est carrément fatigué, il pourra plus se contracter. Par contre, dans le syndrome myasthénique, tu verras le muscle va se fatiguer de plus en plus qu'il est à l'effort, vu que c'est pas lui qui a atteint, c'est quasiment la plaque motrice. Tu vois. Donc dans le syndrome myogène, c'est un déficit moteur, donc c'est une diminution de la force musculaire. Mais dans le syndrome myasthénique, par contre, on a une fatigabilité. Donc plus il travailler, plus il est derrière. Dans quelle pathologie on peut avoir le syndrome myogène? Il y a deux pathologies, donc la dystrophie musculaire de Duchenne, donc la maladie de Duchenne, qui est une maladie dégénérative, une maladie génétique dégénérative des fibres musculaires, ou là, par exemple, la maladie de Becker, qui est une forme moins intense du syndrome de Duchenne. Il y a d'autres maladies de le syndrome myogène, mais ça rentre dans la spécialité. Les fasciculations sont dues à quoi? Donc, ce sont dues à des stimulations répétées par le nerf, mais parfois ça cause tu sais que le nerf est fait de plusieurs fibres musculaires. Et dans un syndrome neurogène périphérique, certaines fibres musculaires se contractent et d'autres non. C'est ça le principe. Certaines fibres musculaires vont avoir un influx nerveux et d'autres non. Donc, les fibres un influx nerveux vont se contracter, les fibres ne vont pas se contracter, donc ça va créer des genres de fasciculation. Le muscle ne va plus se contracter comme un tel en tant que tout, mais il va se contracter fibre par fibre, alors tu fais des petites fasciculations. Dans le syndrome myogène Makache, parce que le nerf est normal. Il y a d'autres questions. Somme, il n'y a pas d'autres questions? De rien. Non, sur Facebook, il y a plus de questions. La dernière était celle tout à l'heure, elle date de presque 15 minutes. C'est bon. Il n'y a plus de questions sur Facebook. Pour la neuropathie diabétique, alors c'est une neuropathie dite longueur dépendante, mais c'est plus le nerf est long, plus il a des chances d'être atteint, et c'est à cause de la toxicité du glucose à les fibres nerveuses. Il y a peut-être soit des myélinisantes, soit dégénérative. Et aussi ça, dans ce cas-là, donc on aura une anesthésie thermoalgésique et une diminution de la sensibilité profonde qui va débuter au niveau des extrémités. Donc la plupart du temps, tu vas les pieds ou les bouts des doigts, elle est longueur dépendante et la plupart du temps, tu baisses au niveau des chevilles. Tu auras une anesthésie en chaussettes ou là en gants. Et elle est souvent associée à un déficit moteur très léger associé. La force musculaire, 4 voire 3 qui est intestin. Donc c'est une neuropathie longueur dépendante. Et longueur dépendante, bien sûr, sensitivo-motrice, à prédominance sensitive. La neuropathie diabétique, tu sais, à long terme, le traitement donc bon, c'est surtout quand le diabète est mal équilibré. Oui. Je pense qu'on a terminé, donc merci beaucoup et bon courage. Pour la suite du module de neurologie, vous aurez demain la suite le cours tumeur cérébrale
qui a été interrompu à cause de la qualité de connexion hier. Donc, ce sera demain vers 19h ou 20h. De toute façon, on va vous confirmer dans la prochaine publication, Inch'Allah. Vous pourrez poser toutes vos questions à la tumeur cérébrale demain. Sinon, pour ceux qui ont posé la dernière fois, je les ai gardés. Donc, vous aurez vos réponses demain, Inch'Allah. Voilà, c'est tout. Oui, mais j'espère qu'il y a une question. Ah bah, tu vois, avec eux, mais normalement, j'ai confirmé à professeur Abdenbe, c'est demain soir. Pour la suite, tu vas. Et j'ai redoué, ok. Ok. Attends, dans le syndrome tronculaire, on doit apprendre la lésion de chaque nerf. Si tu parles de la troisième année, oui, tu dois apprendre la lésion de chaque nerf. Oui. Surtout le membre supérieur ou le membre inférieur, la forme de la main et de la jambe et quels réflexes seront inhibés. C'est ce qui est important. Genre pour le nerf, une nerf avec la main en griffe, pour le nerf médian avec la main simiesque, pour le nerf radial la main tombante et les réflexes qui vont avec. Ah, pas de souci. Bon courage, au revoir.